Bonjour à tous. Bon, c'est un peu, enfin, je suis un peu fier de pouvoir parler un peu des introvertis, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être mis un peu en retrait, particulièrement dans le monde du travail. Ce que je vous propose là, c'est de commencer avec une petite définition et surtout les termes à pas mélanger sur l'introversion. N'hésitez pas à poser vos questions et puis après on enchaînera avec un peu les questions et les discussions avec Mélanie et Gilles sur voilà, les éléments où on s'est vu en amont pour discuter un peu de nos parcours, des difficultés qu'on a rencontrées, des facilités qu'on a eues aussi. Et puis vous partagez ces expériences. Donc voilà, est-ce que ça va à tout le monde? Je suppose que oui. J'ai l'impression que oui, je vais y aller. Top. Euh, Normalement, vous voyez l'écran. Donc voilà, c'est parti. Donc Meetup Tech Rocks. Donc moi, je retiens sur Tech Rocks quelque chose que j'aime beaucoup et vous verrez chez les introvertis, c'est un élément important, c'est le no bullshit. On aime bien prendre la donnée telle qu'elle est quand elle est vraie et la traiter de cette manière-là. Euh, L'introversion, on va commencer par une définition. Donc, c'est un trait de personnalité. Et c'est particulièrement une question d'énergie. C'est-à-dire, est-ce qu'on va retrouver son énergie, est-ce qu'on va être à l'aise dans des environnements où on est seul ou avec des interactions sociales plutôt faibles, ou justement avec du monde, avec un groupe. Donc c'est ce qu'on met derrière. On préfère les introvertis, ils préfèrent les environnements calmes, ils tirent leur énergie de la réflexion, des activités solitaires. Et les extravertis, on va les retrouver à la machine à café, on va les retrouver, évidemment je vanne un peu, mais on va les retrouver sur les soirées ou dans des éléments où il y a un peu plus de monde. Euh, je reviens sur une définition, il n'y a pas d'introverti et d'extroverti à proprement dit. C'est un spectre avec effectivement ces deux notions qui s'opposent. Mais en fait, chaque personne est située quelque part sur ce spectre. Certains sont au milieu, d'autres ont plus tendance à être vers l'introversion, d'autres vers l'extraversion. Mais on va dire que c'est plutôt faux de parler d'introverti et d'extraverti. Déjà parce qu'il y a des moments où quelqu'un qui a tendance à être plus introverti, à être plus dans l'introversion, va être extraverti et inversement. Donc voilà, donc on parle d'ambiversi quand on est plutôt au centre. Ça se passe dans le cerveau, cette partie-là. Donc il y a eu des études qui ont été faites. Donc on a des cerveaux qui fonctionnent différemment. Donc c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute et c'est notamment un rapport avec la dopamine. En tout cas, c'est là où on en est aujourd'hui sur les recherches et je suis assez content qu'il y ait ces recherches qui se fassent. Principalement, ce qui se passe, c'est un extrait. Donc la dopamine, hein, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment ce système de récompense qu'on a dans le cerveau qui permet la répétition. On va aller chercher la répétition de ce stimuli. Les extravertis vont le trouver de manière sociale, voilà, les biens qu'il possède, dans la posture dans la société, dans les échanges qu'il a, donc dans toutes les stimulations sociales. Les introvertis, en fait, ils sont très sensibles aux variations de dopamine et donc ça a tendance à les épuiser, ça a tendance à les submerger. Donc ils vont aller développer, ils vont améliorer leur réception sur une autre molécule qui est l'acétoline qui a une diffusion plutôt lente et qui est plutôt axée sur une récompense par rapport à l'apprentissage, la créativité, etc. Donc on les a tous, hein, nos cerveaux prennent tout, hein, mais on va avoir des tendances à favoriser l'une ou l'autre et à réagir en fonction de l'une ou l'autre. Il y a souvent, on confond l'extraversion, l'introversion avec des comportements, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que je parlais du cerveau avant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plutôt biologique. Et en fait, on a des comportements ou des choses qu'on constate chez les gens qui ne sont pas forcément de l'introversion ou de l'extraversion. Par exemple, et ça c'est souvent le cas, on va définir que quelqu'un qui est timide est introverti. Alors ça, c'est pas vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas timide quand on est introverti, mais c'est pas forcément un critère. La timidité, c'est une réaction de stress, par exemple, à de l'anxiété sociale. Ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, on a aussi la partie mise en retrait. C'est pas parce qu'on est en retrait qu'on est introverti. Moi, si je peux donner un exemple là-dessus, j'ai un ami qui est sans arrêt en retrait, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas, qui ne prend pas d'espace
dans les espaces collectifs, dans les moments collectifs, et pourtant, il se nourrit de ces moments collectifs. Donc, il va être toujours partant pour sortir, il fait toujours quelque chose, il sort tous les soirs, et pourtant, dans une soirée, ce n'est pas forcément celui qui parle le plus et qui est le plus en avant. C'est un extraverti, il récupère son énergie dans des situations où il y a du monde, mais il est en retrait. Et puis après, on a, et ça c'est, on en parlera un petit peu avec Mélanie qui m'a remonté ça, il y a les faux introvertis, les faux extravertis, c'est-à-dire des gens qui, pour des questions d'adaptation sociale, vont adopter des comportements qui ne sont pas leurs comportements naturels. Bon, ça, c'est le propre de l'être humain de faire l'adaptation. C'est darwiniste, on va dire. Et puis on revient sur une chose, introverti et extraverti, donc c'est un spectre, c'est pas un défaut, c'est pas un manque de confiance, c'est pas un manque de compétences, c'est juste une manière différente de fonctionner. Ça fait quelques années maintenant, je dirais, allez, une quinzaine d'années qu'on parle beaucoup ça a commencé un peu avec le savoir-être, on disait le savoir-faire, savoir-être, et puis on a commencé à aller sur tout ce qui est la bienveillance, l'engagement, et un peu sur qui étaient les personnes, la culture d'entreprise. Et en fait, ces éléments-là, ils se sont vachement développés. On a commencé à s'intéresser, mais finalement, dans une boîte ou dans un groupe, quel type de personne j'ai et comment je construis une culture autour de ça. Et donc forcément, l'introversion et l'extraversion sont des éléments qui sortent assez vite. C'est présent dans le MBTI, je pense que vous le connaissez, c'est présent dans le Big Five. Donc voilà, donc là, moi, je vous ai mis mon profil, parce que c'est celui-là que j'avais sous la main. Ce que vous pouvez voir sur les parties qui sont à droite, je n'ai pas particulièrement de problème de leadership sur prendre l'ascendant et chercher à convaincre. Donc, on part sur la partie tech leader. Par contre, aller vers les autres, s'ouvrir aux autres ou faciliter les interactions, c'est un peu plus compliqué pour moi. D'accord ? Donc ça, c'est moi, hein, Mélanie et Gilles, je ne tire pas de conclusion là-dessus. Et ce qu'on peut voir, c'est que par contre, au niveau de ce qui est seul, donc la créativité, s'adapter, s'intéresser aux choses abstraites, etc., je vais être beaucoup plus à l'aise sur ces parties-là. Donc voilà, et quand on a ces modes de fonctionnement, et je trouve ça très bien que les systèmes RH ou que les managers s'y intéressent de plus en plus, on compose des équipes d'une manière différente et on organise aussi le travail d'une manière différente. Donc voilà, ravi de pouvoir faire ce meet-up. C'était rigolo de regarder un peu quelles sont les personnes connues pour leur introversion. Bon, il n'y a pas Steve Jobs dedans, hein, que certains adorent. Hein. Il y a Steve Wozniak, par contre, mais il n'y a pas Steve Jobs. Bill Gates était très connu, Mark Zuckerberg aussi. Hein. J'étais assez surpris par l'histoire de Michael Jordan, où on prend vraiment pour un leader dans un sport collectif. Il est défini comme introverti. Donc, il n'y a pas une opposition entre le leadership, la réussite et l'introversion. C'est vraiment des modes de fonctionnement qui sont différents. Et puis voilà, ça c'était pour la présentation. Et puis maintenant, on va passer à la partie discussion avec Gilles et Mélanie. Est-ce que déjà sur ces définitions, il y avait des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne avant de démarrer ? Il y a une question sur l'outil, je crois, par Jean-Yves. Quel est l'outil utilisé pour le graphique de personnalité ? Je n'ai pas le droit de faire de la pub. J'ai travaillé chez Assess First il y a quelques années et c'est avec leur solution que j'ai ce type de graphique. Ouais, je leur fais de la pub quand même. J'y ai travaillé, on va dire que c'est légitime. Donc voilà. C'est bon pour vous ? Bon, go alors. Gilles et Mélanie, je ne sais pas si vous voulez vous présenter rapidement juste avant ou comme vous voulez. On peut peut-être te présenter, Mélanie, je te laisse. Donc moi, c'est Mélanie Boudard, je suis co-CTO chez Pix, qui est un groupe d'intérêt public. Je suis co-CTO depuis 2 ans et demi à peu près. J'ai été avant tech lead d'équipe et dev à la base, on va dire. Et donc, je suis avec Gilles. Donc Gilles Valbrou, je suis CTO chez Datadome, qui est une société de cybersécurité qui protège nos clients du trafic malicieux sur le web. Donc une solution intelligente basée sur l'IA pour répondre aux attaques qu'on a aujourd'hui, comme le credential stuffing, les attaques DDoS, etc. Ravi de se faire ce meet-up aussi avec vous aujourd'hui. Top. Dans les discussions qu'on a eues, qu'on s'est vues, il y a une partie commune qu'on a, c'est qu'on a tous les trois commencé par faire dev.
dans la tech. La question, c'est est-ce qu'il y a une disposition aux introvertis à être attirés par ce type de job ou ce milieu-là? Je ne sais pas, Mélanie, si... Tiens, je te pose la question à toi, Mélanie. Allez, pas de souci. Moi, personnellement, je pense que j'ai été attirée par être dev avant de me rendre vraiment compte que j'étais quelqu'un d'introverti. Donc, ça n'a pas été je suis introverti, donc je vais aller côté dev. Mais je crois vraiment qu'il y a une attirance pour le milieu, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour du fait que c'est un métier qu'on peut faire de manière seule, tranquille, isolée. Pas des métiers effectivement très extravertis. Et c'est assez cohérent en fait que beaucoup d'introvertis se tournent vers la tech en disant bah, de base, je peux le faire chez moi, à tête reposée, sur mon PC, tranquillement. C'est assez rassurant. Surtout que les exercices, effectivement, on va dire, de tech à la base, la réflexion profonde, la logique, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup chez les introvertis. Et donc, je ne dis pas que tous les devs sont introvertis, loin de là. Moi, j'ai plein de devs dans mon équipe qui sont des grands extravertis. Mais effectivement, on retrouve quand même beaucoup d'introvertis dans les équipes de tech. Je ne sais pas si toi, Gilles, ça t'avait poussé à être dev. Alors, non, je pense que ça m'a poussé. Enfin, moi, j'étais passionné d'informatique depuis tout petit. Je pense que c'est un métier qui s'y prête bien. Donc, pareil, j'avais pas conscience non plus d'être introverti. Je m'en suis rendu compte plutôt plus tard dans ma carrière. Mais non, je pense que c'est un métier qui attire plutôt les introvertis par nature. Parce que, un peu comme tous les métiers d'ingénieur aussi, c'est des métiers où on peut se poser, concevoir des solutions sur le plus long terme. Donc, je pense que c'est voilà, c'est pas forcément les gens vont pas forcément dans ce métier en se disant je suis introverti donc j'ai envie de faire de la tech. Mais moi, en tant que manager, en tout cas dans toute ma carrière, j'ai principalement managé des populations d'introvertis. Enfin, les amener à se dépasser, à les présenter leur travail devant une audience, ça a toujours été un sujet, en tout cas moi dans mes équipes. Donc voilà, mon retour d'expérience, c'est que oui, principalement, je vois beaucoup d'introvertis dans ce métier-là aujourd'hui et dans les métiers d'ingénierie au sens large. Maintenant, voilà, je pense pas que ce soit pour ça que les gens font ce métier, c'est un confort qu'ils ont pour assumer leur introversion, en tout cas au quotidien. Ok. Moi, pour ma part, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à être dev, le casque sur les oreilles, des tâches, et je peux dérouler ma journée et j'ai un système de récompense qui est lié au nombre de tickets que je vais faire, au code que j'ai fait, à l'ingéniosité qu'on a pu mettre, parce que ça reste ça reste un métier avec de l'analyse, avec beaucoup de cognitif dedans. Donc très valorisant personnellement. Et donc, en fait, moi, je me suis vraiment épanoui. Et si on parle d'énergie, une journée où je fais du dev, même aujourd'hui, c'est une journée où je termine ma journée avec plus d'énergie que quand je l'ai commencé. Ça crée beaucoup de choses. Ça me rassure. C'est vraiment un moment de plaisir, en fait. Ce métier est un vrai plaisir. Et puis, il y a le moment où on veut prendre des responsabilités. Et là, il n'y a pas le choix, parce que quand on veut être manager derrière, on a les interactions sociales, on a un rôle dans le management, et vous avez eu un peu tous les deux des parcours différents sur la manière dont ça s'est passé. Peut-être on peut commencer par Gilles cette fois sur comment on devient manager, et puis qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe. Alors, je mets un warning dans ce que je vais dire. Ce que je vais dire n'est pas une bonne pratique. Ce qui m'est arrivé, ce qui arrive à beaucoup de gens dans notre métier, c'est pas ça qu'il faut faire normalement. Mais voilà, moi j'ai été en tout cas amené à prendre la responsabilité d'une équipe par légitimité technique. J'ai bossé sur un projet. J'étais un des premiers développeurs sur ce projet et au bout de 2 ans, on m'a proposé le poste de manager. Alors j'étais jeune diplômé quand je suis arrivé. Donc voilà, donc j'ai repris l'équipe dans laquelle je suis arrivé. J'ai managé les gens qui travaillaient avec moi historiquement. Et j'ai été amené à ce poste-là sans trop de formation, en me disant bon voilà, c'est la continuité de ta carrière. Encore une fois, c'est souvent ce qui est fait, en tout cas pour les gens de ma génération, en se disant bah voilà, c'est logique, c'est la suite logique pour l'équipe et pour ta carrière, donc tu prends cette partie-là. Donc c'est chouette parce qu'on est légitime techniquement, ça donne une certaine légitimité au manager à ce moment-là. Par contre, ça demande à sortir un peu de son rôle d'introverti. Moi, l'équipe avait grossi, donc j'ai dû m'occuper d'eux. Mais ça veut dire justement aller retourner sur de l'interaction sociale au quotidien, aller voir les gens, animer cette ambiance d'équipe. Et c'est pas forcément naturel chez les introvertis. Donc moi, mon feedback en tout cas aujourd'hui, c'est ne fais pas de la promotion des managers sur un critère technique uniquement. J'espère aujourd'hui que c'est assez documenté pour que les gens ne le fassent plus.
Et en tout cas, quand vous voulez confier le leadership d'une équipe à un introverti, accompagnez-le, donnez-lui une formation et accompagnez-le sur la prise de poste, notamment sur les soft skills. Voilà, je sais pas si tu as la même expérience de ton côté, Mélanie. Un peu un mix, je pense que c'est assez habituel de faire monter les gens, soit par ancienneté, soit par connaissance technique ou du scope. Donc, ça a beaucoup joué. Là où je pense qu'il y a une petite différence aussi, c'est que moi, le passage en lead dev, la première fois, ça s'est fait assez naturellement, j'ai l'impression, autour de moi. Parce que même en tant qu'introverti, on peut montrer des forces. Souvent, on dit que les introvertis sont un peu invisibles, on ne les voit pas dans des rôles de manager ou de lead. Mais là où il y a des forces aussi qui peuvent être visibles, c'est que j'avais beaucoup de communication écrite, très claire. Donc, j'étais pas invisible. Tout le monde voyait, même en étant introverti, que j'étais là, que je suivais certains sujets. Et pour les introvertis ici, il y a souvent cette impression d'avoir une forte écoute des gens. L'introverti souvent montre plus d'écoute. Donc, ça s'est fait assez naturellement, ce côté un peu managérial où les gens se sont dit, en fait, vas-y, ça se passera bien, en fait, parce que même en tant qu'introverti, tu communiques bien, tu donnes beaucoup d'infos, l'info claire, et on reviendra peut-être dessus plus tard, mais l'info claire, très précise, très détaillée. Parfois, ils vont dire trop, je fais peut-être trop d'écrits, c'est au choix selon les équipes en face. Mais ça s'est fait assez naturellement, en fait, malgré l'introversion dans les équipes dans lesquelles j'étais. Et après, je te rejoins, c'est aussi, même ça s'est fait naturellement, ça bouscule un peu des habitudes d'introverti, de purement dev. Notamment, Julien, ce que tu disais, la valorisation de nos tâches, où j'étais très contente de faire du code, de valider des PR. C'est aussi tout un travail aussi sur soi de retrouver de la valorisation de ce qu'on fait, là où il y a plus d'interaction sociale que purement du code et des tâches. Tout à fait. Je vois que ça réagit un peu sur le métier de sur le management dans le chat. Donc évidemment, être extraverti ou introverti ne fait pas de nous un bon ou un mauvais manager, et on est tout à fait d'accord. Enfin, je suppose, en tout cas dans les échanges, que c'est un métier qui est différent. C'est vrai que, en tout cas en France ou dans l'Occident, c'est vu comme une progression de carrière va se faire aussi par, à un moment donné, prendre la responsabilité du management, ou en tout cas d'augmenter ses interactions sociales. Et dans ces interactions sociales, il y en a une dont on a parlé, Mélanie, c'est celle aussi de valoriser son équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est aussi, si on manage des introvertis, ce qu'on a vu au début, il y a quand même pas mal d'introvertis dans les équipes tech, qui ont besoin d'un système de reconnaissance. Comment est-ce qu'on communique sur leur travail? Et en fait, ils vont avoir des attentes aussi sur dire, en fait, on veut quand même quelqu'un qui nous représente. Il est là, c'est mon manager, je veux qu'il me représente auprès des autres instances, parce que moi, je ne suis pas à l'aise forcément avec cet exercice-là. Oui, effectivement, comme tu disais, Gilles, il y a beaucoup d'introvertis dans notre métier, donc on se retrouve facilement à manager des introvertis. Et c'est notre rôle aussi de les mettre en avant, le travail qu'ils font et tout. Je trouve ce qui est intéressant, c'est aussi de trouver la manière de les mettre en avant, mais sans que ça soit gênant pour eux, en fait. De trouver le bon équilibre entre mettre en avant leur travail, possiblement essayer de faire qu'ils communiquent, qu'ils fassent des présentations ou des choses qui peuvent les mettre un peu mal à l'aise, mais sans que ça soit difficile, en fait, pour eux, et trouver cet équilibre. Et je trouve ça encore plus important quand on est introverti d'être dans ces rôles de manager aussi, parce que on se rend compte, en fait, des problématiques qu'il peut y avoir. Ça peut être des toutes petites choses, des organisations de réunions qui pourraient être améliorées, ce genre de choses. Et en tant qu'on va dire manager introverti, j'ai l'impression que c'est aussi notre rôle de faire un cadre de travail qui est de base assez extraverti, en tout cas en France, de le rendre un peu plus facile pour les introvertis de l'équipe. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça dépend des équipes, ça dépend des managers. Moi, je sais, quand j'ai pris mes premières équipes, ma première équipe, il y a eu cette phase où on m'a dit, en fait, on attend ça de toi. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça dépend du rôle aussi, ça dépend aussi de l'équipe. Et c'est dur pour un introverti d'aller chercher son équipe des fois et dire, OK, dites-moi. Et pour des introvertis en dessous, de dire aussi à leur manager ce qu'ils attendent d'eux. Donc, il y a cette phase-là dans l'établissement d'un manager dans son équipe. Je pense qu'il faut vraiment formaliser, dire, OK, dites-moi ce que vous attendez de moi. Et moi, ça m'a été demandé, effectivement, dans des meetings où il y avait beaucoup d'équipes. Des fois, l'équipe me disait, pourquoi tu n'as pas réagi là? Ça arrive souvent, les jeunes managers, mais pourquoi t'as pas parlé? Parce que je suis introverti, j'ai rien à dire. Enfin, c'est pas mon naturel, quoi. Et moi, en tout cas, j'ai appris à le faire dans le temps, à dire, OK, là, effectivement, je représente mon équipe, c'est plus moi tout seul. Donc, j'ai besoin d'intervenir parce que j'ai l'équipe derrière qui va pousser en disant, non, on n'est pas d'accord et tu es en train de
nous mettre dans la mouise si tu réagis pas. Donc voilà, il y a cet aspect-là, que ce soit, c'est vrai pour les managers et les leads, quand on tient un sujet globalement, ce devoir et ce rôle de se manifester dans un sujet pour protester ou pour montrer son désaccord, c'est pas naturel chez un introverti et c'est quelque chose qui s'apprend dans le temps, à mon avis. Je me permets de réagir là-dessus. Alors, effectivement, la réaction à chaud, ça a été une discussion qu'on a eue tous les trois. On n'a pas du tout la même manière de réagir. Moi, je réagis à chaud assez facilement. Je sais débloquer de l'énergie à ces moments-là pour réagir à chaud, mais je ne fais pas toujours quelque chose que je ne regrette pas derrière. Donc, et toi, Mélanie, tu avais plutôt tendance à me parler de comment tu gérais ces réunions et qu'il ne fallait pas forcément attendre une décision à la fin, mais qu'elle allait venir. Je ne sais pas si tu peux nous développer un peu cette partie-là. Oui, alors effectivement, moi je suis moins à l'aise pour réagir à chaud de temps en temps. Il le faut, hein, comme tu dis, Gilles, on est aussi là pour représenter des équipes, donc je peux mettre de l'énergie, mais voilà, parfois se dire que ça aurait pu être fait mieux, ou en tout cas, voilà. Et je trouve que c'est important aussi d'assumer en fait ses points forts et ses points faibles, et notamment dans son introversion. Moi, ça m'arrive dans des points ou dans des réunions de dire, bah là, stop, je ne vais pas aller plus loin en fait dans la réflexion à chaud. Je vais prendre le temps et j'en reparle plus tard en fait, parce que je vais avoir besoin. Si je veux prendre les bonnes décisions, je sais que je vais avoir besoin de ce temps de réflexion à froid seul. Et à chaud, je peux donner des informations ou des idées, mais ce ne sera pas la bonne direction en fin de compte qu'il faudra prendre, parce que, enfin peut-être, on ne sait pas, mais il n'y aura pas eu ce temps de réflexion. Donc je trouve que c'est important aussi d'assumer et de dire, bah là, personnellement, je préférais qu'on s'arrête là dans la discussion, qu'on revienne plus tard et qu'on digère un peu tout ce qu'on s'est dit. Même si à la fin, on se dit non, souvent il y a des réunions où on veut une solution à la fin, on veut une réponse à la fin. Je considère parfois c'est trop rapide et qu'il faut laisser digérer pour avoir la meilleure solution. Puisque ça dépend aussi s'il y a besoin d'urgence ou pas. Gilles, je ne sais pas si tu as ce genre de système un peu de. Complètement d'accord avec toi. En fait, moi j'ai tendance à dire, je montre mon désaccord. On parle d'une solution. Je ne suis pas d'accord. On peut s'arrêter là. On en parle à côté. Et souvent dans les équipes, moi je pense aux équipes back ou infra, ils vont avoir tendance à dire, ok, on en parle sur Slack, on en parle dans un document dans Notion, on va commenter des choses. Mais voilà, on va vouloir produire un matériau de base sur lequel on va itérer. Donc ça, c'est typiquement le profil introverti. On va se poser, on va prendre le temps. Et donc surtout pas venir à chaud en disant non, mais j'ai une meilleure solution. Là, on crée de l'émotion et c'est inutile. Donc voilà, moi je le vois souvent sur les populations qui sont ce que j'appelle dans le jus, soit face aux clients, soit face à la prod. On dit ok, on a besoin d'une prise de décision maintenant. Ok, bah on peut avoir un plan d'action court terme, on peut prendre une décision court terme, on se met d'accord tout de suite puisque c'est l'urgence. Mais en tout cas sur le reste, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et on prendra le temps. En tout cas, on vous donne une date demain, on revient vers vous et puis c'est réglé. Souvent, notamment pour tout ce qui est population face aux clients, ils veulent juste avoir un callback quelque part, dire ok, je reviens te voir dans une heure, un jour, etc. Mais c'est déjà une réaction à chaud qui va leur suffire. Il n'y a pas besoin d'aller se mettre dans la mouise pour à chaud, surtout quand on est introverti, qu'on veut creuser la solution. Donc voilà, pensez aussi aux populations introverties qui bossent avec vous. C'est-à-dire, on va pas les mettre en inconfort en prenant une décision comme ça, on va les remettre dans un cadre confortable et puis juste prendre un peu plus le temps de bien faire les choses. Si c'est OK avec tout le monde. On parle beaucoup des équipes et de comment on représente les introvertis. Il y a aussi eu un moment chez chacun de vous qui est celui où on reconnaît son introversion. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui a plutôt une norme d'extraverti. Et puis à un moment donné, on assume. Alors, est-ce que c'est la crise de la quarantaine pour certains? Est-ce que c'est plutôt qu'on se retrouve dedans et où finalement on finit par faire ce diagnostic qui nous aide à nous organiser, à choisir les bonnes équipes, à choisir les bonnes méthodes aussi, parce qu'il y a plein de méthodes, il y a plein de choses, donc on ne gère pas de la même manière. Il y a cette représentativité. Est-ce que quand on est soi-même introverti en tant que manager, on va manager différemment et particulièrement dans ces équipes tech? Est-ce qu'on va faire plus attention à ces profils pour essayer de leur donner une place qu'ils ne vont pas prendre d'eux-mêmes? Comment est-ce qu'on gère là-dessus, Gilles? Déjà, il faut être conscient de ça. Comme tu disais tout à l'heure et au tout début, il y a aussi une question, une question d'âge, évidemment, il y a une question de génération, etc. Il y a un moment donné où il faut prendre conscience de ce qu'on est nous. Donc, il y a des outils pour ça que tu as évoqué tout à l'heure. Et ça fait partie pour moi aussi des formations à mettre en place pour les jeunes managers sur le management situationnel, sur le fait d'aller reconnaître les profils des individus dans les équipes et arriver à concevoir des équipes qui soient pas tous les mêmes, tous les mêmes profils, mais une somme de profils qui donne une équipe, quoi.
Voilà, comment j'en ai pris conscience, c'est en étant dans le jeu avec l'équipe où je me suis dit en fait il faut que je me dépasse à ce niveau-là. Et avec les outils que tu évoquais tout à l'heure, apprendre à se connaître aussi, voir son profil et dire ok je suis dans cette case-là aujourd'hui. Si je veux être amené à mieux représenter mon équipe, vers quoi je vais devoir évoluer. Et j'ai fait à l'époque des formations de prise de parole en public, genre de choses qui m'ont beaucoup aidé à gérer aussi cette forme de timidité. Je mets les deux un peu côte à côte, mais il y a aussi une forme de timidité au début quand on n'ose pas aller parler en public. Et à surpasser un peu ces choses-là. Donc que ce soit la partie introversion ou la partie présentation. Donc voilà, il y a 10 ans, j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui, clairement. Donc c'est se connaître et puis après se fixer un objectif et l'atteindre. Donc ça fait partie de la démarche de l'introverti aussi, comme tu disais tout à l'heure, se mettre une vision des KPI et puis après y aller. Et avoir les moyens aussi, avoir une entreprise dans laquelle on a les moyens de pouvoir le faire, des formations ou du coaching via des managers seniors qui nous permettent de faire ça. Voilà, Mélanie, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Ouais, en tout cas, on va dire, si on peut dire la découverte un peu de l'introversion, pareil pour moi, c'était vraiment quand j'ai dû prendre un peu de la place dans les équipes en tant que lead et en tant que représentant. Je pense que pendant très longtemps, ça se cachait dans ma tête derrière de la timidité et pas de l'introversion, donc on ne le règle pas, on va dire, de la même manière. C'est un gros sac timidité, en fait, quand on rend compte que c'est vraiment de l'introversion. Là, tu peux plus utiliser certains outils. Tu dis, en fait, je ne suis pas si timide que ça, mais c'est juste mon niveau d'énergie qui est pas au même niveau que les autres. Et après, effectivement, il y a plein de petits tips, d'habitudes qu'il faut prendre, d'organisation, de prise de recul, de temps pour soi, qu'on peut mettre en place. Et tu demandais, Julien, est-ce que ça changeait en termes de management? Je vois notamment pour le management 1-1, on va dire. Effectivement, pour manager des introvertis, on s'en rend un petit peu compte au départ, on peut creuser un peu le sujet, les aider à faire qu'ils s'en rendent compte, donner des tips, des astuces de la vie de tous les jours pour les aider. Et alors moi, dans mon équipe, j'ai plein d'extravertis, donc c'est un peu différent, j'ai l'impression, que toi, Gilles. Mais je trouve ça aussi intéressant parce que ça permet aussi, en tant qu'introverti, d'aider un peu les extravertis aussi à prendre du recul là, de temps en temps. Ils vont très vite foncer, et en tout cas les miens. Et enfin voilà, apporter un peu cet équilibre. Comme tu disais, Julien, c'est un spectre. Et des fois, mettre un peu d'introversion dans de l'extraversion, ça aide la personne aussi à prendre du recul. Et donc, quand on s'en rend compte, en tout cas, de son introversion, qu'on travaille un peu dessus en tant que manager, ça permet, je trouve, d'apporter plein de... Enfin, on a une valise de solutions, d'idées pour les personnes en face, qui soient introverties et extraverties, qui est intéressante. Effectivement, jouer sur ces différentes parties du spectre, moi, ça m'est quand même pas mal arrivé. Alors, dans ce côté-là, avec le management des équipes, c'est vrai que j'ai eu en début de ma carrière un comportement un peu, on va dire, paternaliste avec les introvertis, c'est-à-dire, ok, moi je suis là et maintenant je vais vous protéger. En fait. Je vais vous faire la place que vous avez besoin et je suis le mur qui va vous empêcher de vous faire écraser par les demandes des commerciaux, par tout un tas de choses. Donc, je mets un bouclier assez fort. Je mettais un bouclier assez fort sur mes équipes et donc forcément, il fallait passer par une organisation du feedback, une organisation, tout ce qui est insight, etc., pour que la manière dont ça arrive soit capable d'être prise par les équipes. Et puis, il y a ce côté où, en fait, moi, je m'en suis rendu compte quand j'avais de plus en plus de retours et dans des 360 où l'image que les gens avaient de moi n'est pas l'image que moi, j'avais de moi. C'est-à-dire qu'on me voyait comme un extraverti. Parce que je peux prendre beaucoup de place, parce que je parle fort. Là, on ne voit pas sur la caméra, mais je mesure presque 2 mètres. Donc, on s'est dit, lui, il prend de la place, il est là, il est super présent. C'est un extraverti, sauf que moi, en fait, je me sens plus en retrait. Et donc, je ne m'y retrouvais pas. Je ne m'y retrouvais pas là-dedans. Et le fait d'en avoir pris conscience à un moment donné, de me dire, c'est pas une tare ou quoi que ce soit, même si je pense que dans la réussite et dans une évolution professionnelle, quand on monte de l'extraversion et quand on prend de la place, quand on fait parler de soi, ça peut amener un avantage, même en négatif, ça peut amener un avantage. Mais je m'en suis rendu compte là-dessus en disant, si je dépense autant d'énergie, si des fois je rentre, je suis rincé, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai été de me comporter comme ce que je ne suis pas. Et de remarquer que j'avais vraiment ces différents comportements. Et donc, il y a quelque chose qui a changé il y a 4 ans pour les introvertis. Et ça, c'est Mélanie qui me l'a remonté. C'est notre petite bulle d'oxygène qui s'est appelée le Covid, qui nous a permis d'avoir du télétravail.
ou que ce soit plus. Enfin, moi, ça ne me venait pas spécialement à l'esprit le télétravail avant. J'en ai fait un petit peu parce que j'ai eu des enfants, etc. Et que donc j'ai fait des moments à la maison. Mais dans la norme et dans la norme de la société, c'était je viens au travail en fait. Je viens au travail, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai plutôt tendance à arriver vers 7h30, 8h le matin pour être tranquille dans les bureaux jusqu'à 9h30, préparer mes journées, que tout soit calibré, etc., préparer mes réunions, et ensuite, après, ça déroule tout seul, et puis le soir, je pars, et puis je vois comment j'ai géré ma journée. Mais donc, on a eu cette partie du télétravail qui, moi, personnellement, m'a fait beaucoup de bien, et dans mes équipes, a fait beaucoup de bien aussi. On voit que c'est quelque chose qui résiste beaucoup. Il y a une volonté un peu de la société de revenir un peu en arrière, mais dans les équipes tech, le retour en arrière, il ne prend pas trop. Je ne sais pas, Mélanie, c'est toi qui m'a un peu lancé là-dessus dans notre échange. Est-ce que tu as des choses à partager? Oui, effectivement, nous aussi, on a commencé à faire un peu Covid, a été assez intéressant en tout cas pour voir la dynamique, notamment introversion, extraversion, qui n'a pas du tout été vécue de la même manière. S'il y avait déjà l'aspect Covid. Et ensuite, tout le télétravail passe. Moi, je fais partie des gens, effectivement, en tant qu'introverti, j'aurais du mal à revenir en tout présentiel, en fait. Je trouve ça intéressant d'y aller de temps en temps, voilà, quelques fois par semaine, mais je trouve que ça a changé complètement la dynamique de travail, notamment sur la question de l'introversion, parce que les interactions sociales, il y a plein de mythes, mais c'est pas du tout la même chose. Et je prends juste l'exemple d'une pause. Là, quand je fais une pause chez moi, je suis tranquille, seule, avec mon thé, et c'est pas obligatoirement une pause qui va demander une interaction sociale devant une machine à café. Et en fait, la pause va me demander plus d'énergie qu'il m'a ordonné, presque, avant de réenchaîner du travail. Donc, rien que sur ça, déjà, ça aide beaucoup. Et effectivement, une facilité de gestion du temps, ou comme tu disais, Julien, c'est intéressant pour les introvertis de prendre le temps le matin de prévoir un peu leur journée, de voir un peu déjà quand est-ce qu'il va y avoir des interactions, par exemple, et bien prévoir calmement sa journée. C'est plus facile, en tout cas, chez moi, je dois avouer, que sur place, où il peut y avoir effectivement, tu vas prendre un café, lancer les interactions du midi aussi. Et on est sur place, donc le fameux after work où ça serait bien d'aller et continuer les interactions sociales le soir. Pour moi, ça a changé complètement la dynamique de travail, et de façon plus agréable, mais surtout remettre de l'énergie au bon endroit pour mon travail, en fait. Pas seulement de l'énergie dans l'interaction sociale, qui est aussi importante, hein, mais avoir aussi de l'énergie pour le reste. Et toi, Gilles, le télétravail, ça s'est passé comment? Moi, très bien. Le télétravail, j'en faisais avant le Covid, donc j'avais cette chance-là dans ma carrière assez tôt. Et j'avais un ratio de 2 jours de télétravail par semaine avant de rejoindre Datadome. Hein, donc, c'était du confort aussi. Alors pour moi, c'est du confort pour pouvoir préparer les présentations, le travail de fond. Je sais que mon chef à l'époque me disait, j'adore parce que toi, je te demande une presse. Je l'ai le lendemain. Voilà, c'est super et elle est nickel. Donc voilà, pour tous les sujets de fond, aller creuser les sujets stratégiques, l'architecture technique ou aller convaincre des gens, je pouvais préparer ma presse. Pour un introverti, c'est quand même plutôt cool de pouvoir peaufiner son sujet. Pendant le Covid, moi, j'étais en mi-teinte. Moi, c'était une période assez spéciale. J'ai eu un enfant qui arrivait à ce moment-là, pile poil à ce moment-là. Donc, j'étais plutôt content. Donc, je suis parti, je suis revenu un an après au boulot, quoi. Mais j'ai pu accompagner mon deuxième enfant pas de la même façon que le premier, quoi. J'ai des amis autour de moi qui m'ont dit « Oh, c'est super le Covid, j'ai pu à parler à des gens. » Alors que moi, j'étais plutôt en demande de relations sociales à l'époque de la nouvelle parentalité, quoi. Mais voilà, donc nous, ça s'est plutôt bien passé. On avait anticipé, on avait commencé à déployer le télétravail avant le Covid. Et pour moi, ce qui a changé beaucoup pendant le Covid, c'est pour les introvertis, la formalisation des choses, la communication écrite, l'arrêt de des discussions de machine à café, où on prend des décisions et après on va coder en rentrant à son bureau. C'est fini, ça, ces discussions-là, on les a systématiquement formalisées. Et je sais que les gens qui étaient en remote à 100% à l'époque m'ont dit oh, le changement, on a l'impression d'être plus avec vous en fait au quotidien parce que il y a plus ces échanges informels en fait. Et après, moi de mon côté, je suis complètement aligné avec ce que tu disais tout à l'heure. Ça me consomme de l'énergie d'avoir des relations sociales. C'est pas là-dessus que je vais prendre, je vais m'alimenter en énergie. Donc ouais, c'est pareil. Ça me permet toujours aujourd'hui de pouvoir prendre du temps, et c'est un sujet dont on va certainement parler après, pouvoir m'allouer du temps pour, comme je le faisais historiquement, traiter les sujets de fond. Maintenant, dans le management, plus on monte, alors que ce soit lead ou manager, plus on monte en hiérarchie,
plus on monte en visibilité, et en fait, notre rôle aussi nous demande de le faire. Donc, moi, je me l'impose aussi par mon rôle. Et comme tu disais, quand je vais au bureau, les gens me tombent dessus, me posent des questions, sont contents de me voir, ils savent qu'ils ont un peu de levier en me parlant, etc. Donc, oui, ça me consomme de l'énergie, mais disons que je fais le plein au début de la journée, quoi. Et le télétravail me permet de me ressourcer là-dessus aussi. Voilà, d'avoir cet équilibre entre les deux. Julien, je sais pas si tu veux rebondir aussi là-dessus. Ouais, moi j'organise assez mon emploi du temps par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai tendance à aller plutôt au bureau le lundi, mardi, tu vois, les jours où en début de semaine, comme ça j'ai mon week-end qui m'a redonné de l'énergie. Et là, je vais aller caler tous mes rituels managériaux où vraiment je me fais 2 journées sociales. Donc ça dépend en fonction des entreprises, quand est-ce que sont les codires, etc. Mais je me fais vraiment, et après je me dis, c'est bon, à partir de mercredi après-midi, c'est ma semaine à moi qui commence. C'est ma semaine de tech leader. Et après, on est plus en petit comité, on est plus dans de l'opérationnel. Et ça, d'ailleurs, ça transcrit un peu dans notre manière de parler, mais on a un focus sur la tâche, sur l'efficacité et sur ce qu'on réalise. Moi, j'ai des amis qui me disent, mais moi, mon boulot, ce que je fais, je m'en fous. Ce qui compte, c'est mes collègues, c'est me sentir bien, c'est le bon moment. Enfin, moi, je ne comprends pas ça. Je constate que ça existe, mais je ne comprends pas ces méthodes-là. Et dans nos discussions qu'on a eues, on était vraiment, mais en fait, la tâche est quelque chose d'important. C'est-à-dire que ce que je réalise, le fait d'avoir produit quelque chose, et ça représente une fierté, et c'est très axé là-dessus. On prépare nos réunions, on sait quelles décisions on doit prendre, on sait quel niveau de code on doit avoir. Est-ce que ça, c'est typique? Enfin, j'ai l'impression que ça nous parle en tant qu'introverti, d'organiser le travail pour obtenir du résultat à la tâche, pas forcément la faire soi-même, et ça, c'est le rôle du tech leader, mais aussi, quand on a des choses à produire, avoir la fierté et l'envie de les produire soi-même. Parce que l'énergie, tu la tires pas de l'interaction sociale, et pour un introverti, ça a moins de valeur. Pour certaines populations ou professions, ça a beaucoup de valeur. Des populations qui vont faire de la vente, du commerce, etc. Forcément, l'interaction sociale, elle compte beaucoup. Donc c'est pour ça ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est des métiers qui attirent les introvertis, je pense, parce qu'il y a ce rapport à la tâche et à la mesure de la performance sur du long terme. Donc ça laisse l'occasion aux collaborateurs de se poser et de se projeter sur le long terme, et donc de pouvoir s'isoler et puis travailler sur sa tâche, à mon avis. Oui, clairement, mais je pense au-delà de ça aussi, c'est qu'on passe manager ou lead, de passer, on va dire, de la tâche à l'interaction. On est un petit peu obligé de valoriser en fait ce qui est fait et d'avoir cette fierté de dire, bon, là, c'est peut-être que de l'interaction, mais c'est intéressant. Je pense que c'est un passage un peu que beaucoup de leads ou managers vivent, mais surtout les introvertis aussi, parce que c'est vraiment pas naturel en fait de prendre ça comme comme je peux cocher des cases dans ma to-do list en fait, parce que j'ai eu telle interaction. Et après, il y a des moyens effectivement de vraiment rendre ça en tâche, entre guillemets, et en quelque chose qu'on puisse mesurer ou valoriser ou mettre en avant. C'est important, je pense, de prendre du temps pour valoriser en fait tout ce qui est un peu difficilement palpable ou mesurable parfois dans les métiers de lead ou manager. En tout cas, pas automatiquement, parce qu'on n'a pas les bons KPI qui vont bien pour mesurer ça, mais prendre le temps effectivement de les rendre plus palpables pour sentir aussi mieux sur toutes ces tâches, on va dire, plus humaines qu'on puisse faire. Ça fait plusieurs années qu'on entend quand même les boîtes dire on veut plus de formalisme, on veut préparer les réunions, la réunionnite c'est pas bien, etc. Donc ça va quand même un peu dans ce sens-là. Donc c'est bien aussi que le monde de l'entreprise prenne conscience. Et nous c'est plutôt une force de se dire je ne vais pas perdre de temps sur mes interactions sociales, je sais pourquoi j'y vais et je sais ce que je veux en tirer. Donc voilà. Ça touche à la reconnaissance justement là et c'est un mot qui est très présent, la reconnaissance. On sait que c'est une variable hyper importante dans le management. C'est comment on amène le système de reconnaissance, comment on organise le système de reconnaissance dans nos équipes en fonction des équipes. C'est pas le même, en fonction des boîtes, c'est pas le même, en fonction des managers, c'est pas le même. Et il y a un cocktail, il y a une formule à trouver pour que ça fonctionne. Alors quand ça fonctionne, c'est génial. Quand ça fonctionne moins bien, c'est un petit peu plus compliqué. C'est quoi votre rapport à la reconnaissance, justement, quand on sait qu'on a des introvertis, quand on sait que c'est à la tâche, et comment vous le gérez dans vos équipes, Mélanie? C'est vrai que j'essaie de passer beaucoup dans ces cas-là par de l'écrit, déjà, ce qui est parfois plus simple, et pour le dire et parfois pour le recevoir, la valorisation. Beaucoup de demandes de feedback par écrit ou des feedbacks seulement en 1-1 de temps en temps, que ça soit moi qui peux en demander de certains membres de mon équipe
ou que je donne de certains membres de mon équipe. Donc, vraiment essayer de passer et par l'écrit et par des situations vraiment en petits groupes ou en un, pour déjà valoriser les autres personnes, moi en tant qu'introverti, valoriser par exemple l'extraverti, ou inversement. C'est de mettre tout ça en place, parce qu'en fait, on travaille, c'est là où je vais aussi pouvoir récupérer beaucoup de valorisation. C'est si j'arrive à avoir des feedbacks positifs, un bon cadre aussi, notamment les personnes introverties, pour m'ordonner un peu les deux leviers que j'utilise le plus, on va dire l'écrit, le 1. Je ne sais pas si Gilles, c'est ça. Bah, je suis complètement aligné sur le fond. En tout cas, c'est ce qu'on disait avec Julien, c'est mesurer effectivement la valeur de l'équipe aussi, leur faire un feedback factuel là-dessus et reconnaître les progrès de l'équipe. Donc après, ça, introverti, extraverti, c'est pareil. C'est la valeur du manager pour moi, c'est donner de l'énergie à l'équipe, célébrer les réalisations et les progrès. Donc c'est le rôle du manager d'arriver aussi à argumenter ça à l'équipe et surtout sur les populations tech et introverties, en général, ils ont tendance à se focaliser sur les problèmes. Ils ne voient pas forcément les accomplissements et puis toute la valeur qu'on a pu générer. Moi, comment je tire de la valeur de mon équipe au quotidien en tant qu'introverti et qui n'aime pas forcément toutes les relations sociales, c'est voir l'équipe s'épanouir. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie des drivers des managers fondamentalement. Voir l'équipe, les membres de l'équipe se développer, les voir progresser, voir l'équipe se structurer, accomplir des choses de plus en plus folles. Voilà, pour moi, ça fait partie du métier de manager en soi. Et après, il y a aussi une autre facette qu'on oublie souvent sur le management, c'est pousser les gens à prendre le temps pour eux. Notamment les introvertis, on en parlait tout à l'heure, ils ont besoin de temps. Donc, dire aux gens, prenez, une fois que vous connaissez et que vous savez que vous avez besoin de temps, qu'à la fin de la journée, comme disait Julien, si je suis fatigué parce que j'ai eu trop de relations sociales et que j'ai pas pu me focaliser sur les tâches qui font que je suis content à la fin de ma journée, prends le temps de faire les tâches, prends le temps d'allouer 1-2 heures dans la journée pour arriver à bosser sur les sujets qui t'intéressent et qui font qu'à la fin de la journée, tu sois content et que tu aies l'impression d'accomplir quelque chose. Donc, tout ça, ça se tient, c'est de prendre le temps, se connaître, prendre le temps pour arriver à se focaliser sur les bons sujets. Et puis après, avoir du feedback positif, donc le formaliser en tant que manager, et puis quand on est pour les collaborateurs, leur formuler. Et comme tu le disais, à l'écrit ou à l'oral. Certaines personnes ont besoin d'une main sur l'épaule physiquement pour se sentir soutenues. Moi, d'autres personnes au quotidien, souvent, je leur envoie un Slack en disant là, j'ai vu ça, c'est chouette. Voilà, bravo, continue de faire ça, c'est chouette, je l'ai noté. Et voilà, en tout cas, sache que tu es soutenu et que c'est la bonne façon de faire, à mon avis. Voilà, ça suffit pour leur faire un retour formel et satisfaisant pour les introvertis. Je reviens sur ce que tu dis sur prendre le temps. Prendre le temps ne veut pas dire vaquer. Non. Prendre le temps, c'est avoir des temps de concentration pour pouvoir faire quelque chose. C'est finalement faire le métier qu'on est censé faire. Moi, je reviens sur ces systèmes de reconnaissance. Si je prends mon exemple à moi et qui va forcément jouer à la manière dont j'en donne aux autres, moi, je suis assez peu sensible au feedback ou aux compliments. Ça ne marche pas très, très bien chez moi. Par contre, je suis très sensible à ce que j'ai appris, à ce que j'ai réalisé, à la confiance qu'on me donne. La confiance qu'on me donne est un élément important. Si, et tu le disais tout à l'heure, les choses folles qu'on a réalisées, en fait, les équipes et dans les introvertis, je trouve que ça marche très bien. C'est le niveau de complexité que je vais te donner, le challenge que je vais te donner, le défi que je vais te donner va être une reconnaissance en soi. Parce que je te fais confiance pour réaliser cet objectif que tu vas faire seul ou à plusieurs. Mais, et ça, je trouve que c'est une reconnaissance qui marche assez bien avec les introvertis. Voilà la confiance que je t'accorde, voilà l'expertise que je te donne. Et en fait, c'est juste un espace que je te donne. Ce n'est pas un feedback, c'est un espace que je te donne pour pouvoir l'exprimer. Mais quelque part, tu lui fais un feedback aussi, tu vois, c'est une forme de reconnaissance que tu transmets, qui s'insère dans le rôle du manager pour moi. Donc, on est aligné là-dessus. Ouais. Et je reviens sur un point qui remontait vachement tous les trois aussi, c'est dans la communication. Alors moi, je me suis trouvé un peu plus extrémiste que vous sur cette partie, mais le mot franchise est revenu très souvent, très direct. D'ailleurs, c'était dans mon profil tout à l'heure de personnalité. Vous voyez que je n'ai pas un score très élevé en diplomatie. Je suis très froid dans la data, quoi. Quand je pense quelque chose ou quand j'ai trouvé quelque chose, je vous le donne assez brut. Ça, c'est quelque chose qui m'est dit dans les équipes. C'est t'es dur, t'es franc, c'est bienveillant,
Et au moins, avec toi, on sait ce que tu penses, on sait à quoi on a affaire. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le rapport managérial. Donc ça, c'est plutôt un trait. Et puis j'ai l'impression que je l'ai retrouvé aussi chez vous. On a besoin de dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est rassurant dans cette maîtrise d'interaction sociale de savoir sur quoi on se base. Mélanie? Oui, je t'en rejoins. Alors, comme tu disais, peut-être moins extrême que toi. Je pense que ça dépend effectivement des personnes, mais il y a un fond où, si je simplifie un peu, l'interaction sociale est importante, mais elle est importante dans un but, en fait. Et mon objectif, ça va être que l'information passe ou qu'on se mette d'accord. Donc, l'important, c'est parfois d'aller au plus rapide, au plus franc, au plus direct, parce que mon objectif, ça va être de régler une problématique et régler une tâche, et pas obligatoirement faire du small talk ou ce genre de choses autour, en fait. Donc, oui, il peut y avoir parfois ce côté un peu franc qui ressort, parce que mon objectif, ça va être ce qu'on doit faire, et pas la création d'interactions sociales un peu plus larges, quoi. Ouais, complètement aligné avec ça. Après, en tant que tech, on est plutôt aligné sur l'efficacité. Donc, ne pas faire ça, c'est quoi? C'est ne pas se dire les choses déjà. Donc, c'est malheureux pour du management. Ça amène pas les gens à se dépasser. Il n'y a pas de feedback honnête. Donc, on n'apprend pas en faisant ça. Donc. Et puis après, en tant que tech, moi, je déteste le shit sandwich, quoi. Enfin, en général, quand je le vois arriver, je lève le dossier en disant, allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi le vrai feedback, quoi? Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Hop, je te fais le feedback négatif, je te remets un truc qui va bien, qui va bien. Non, cette partie-là, moi, c'est pareil, j'en veux pas. Maintenant, ça veut pas dire être brutal non plus, hein. Voilà, faut pas dire les choses, des choses qui génèrent de l'émotion des gens. Donc ça, moi, en tout cas, je l'ai appris dans le temps, avoir une communication non violente. Et puis, c'est pareil, il y a des tas de bouquins sur le sujet, il y a des tas de formations sur le sujet. Mais en tout cas, savoir dire les choses, et même sur des comportements, ça m'est arrivé dans le management de dire des choses sur des soft skills. Tu te comportes pas bien là-dessus. En tout cas, il y a eu un problème. Il y a des gens qui ont compris, des fois après 10-20 ans de carrière, en disant que c'est le premier à me le dire vraiment. Je l'ai perçu, mais je l'ai jamais entendu de la bouche d'un manager. Donc, j'ai jamais eu en tout cas, moi, j'ai jamais eu de bouclier en face de moi dans les équipes en faisant un feedback à quelqu'un, même sur du comportement. Il faut juste bien savoir le faire. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut dire les choses, quoi. Ce que tu disais, Julien, c'est qu'il faut dire les choses. Il faut apprendre à le dire bien pour pas brusquer les gens. Mais j'ai jamais vu personne prendre mal un retour bien dit, quoi. À chaque fois, les personnes s'alimentent de ça, quoi. Ils progressent à partir de là. J'ai l'impression que c'est quand même lié à une notion qui se développe de courage, c'est-à-dire la capacité à dire des choses qui sont gênantes. Voilà. Et donc, je reviens sur la question de Florence. Oui, c'était ma dernière question sur le codir. Effectivement, et ça, c'est toi, Mélanie, qui remontait. Le fait qu'il y a certains profils. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des profils qui prennent plus de place au codir, qui sont. Tu m'as parlé un peu de présence, de puissance, d'énergie. Alors, moi, je sais le faire. Tu vois, je sais arriver dans un codir et faire le bulldozer sans souci. Ça me coûte aussi énormément quand j'ai besoin de le faire. Donc, je préfère les codirs plus calmes. Je préfère les codirs d'introvertis que ceux où on parle beaucoup et où c'est celui qui crie le plus fort qui a raison, ce qui est aussi un fonctionnement assez occidental. Enfin, en tout cas, que je constate. C'est quoi votre rapport au codir? Comment on y arrive? Est-ce qu'on a notre place? Et est-ce qu'on doit jouer de stratégies particulières pour se faire entendre? Mélanie? On a notre place, les introvertis en tout cas. Il n'y a aucun souci. Non, c'est vrai qu'on en parlait, parce que dans des comités de direction que j'ai pu voir, peut y avoir pas mal de personnalités extraverties. Donc, au départ, il faut réussir à trouver une place dans toutes les interactions qu'il peut y avoir au codir. Et comme tu dis, Florence, avec des situations de tension ou de pouvoir qui peuvent être là. Est-ce que c'est un inconvénient pour les introvertis? Alors, je pense que ça va clairement dépendre aussi des personnes et des relations que la personne qui rentre, on va dire, au codir a avec les personnes déjà présentes, qui vont énormément jouer. Un inconvénient au global, non, parce que c'est intéressant dans un dynamique de groupe, de toute façon, d'avoir des introvertis et des extravertis. Par contre, c'est vraiment aussi faire attention à soi et trouver effectivement peut-être des façons de gérer les conflits, comme on l'a dit avant. C'est-à-dire que je vais peut-être parfois aller plus sur des discussions à un et pas des discussions en codir direct pour essayer de calmer, en tout cas, s'il y a des tensions.
vois que c'est bientôt la clôture. Donc Gilles, je ne sais pas si au niveau je vais essayer de faire vite aussi pour intégrer la réponse à ta question aussi, Florence. Alors, ça dépend des boîtes, déjà. Il y a des boîtes très politiques, d'autres non. La politique, ça s'apprend aussi. Tu peux aligner ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand c'est ton rôle en tant que CTO de faire de la politique, bah, il faut faire de la politique. Spoiler, moi chez Datadome, j'ai pas besoin d'en faire. C'est une boîte tech et je suis là depuis assez longtemps. Donc, le Codir, c'est une équipe. C'est ça que je voulais te partager aussi, Florence. C'est une équipe. Comme toutes les équipes, il y a une synergie à avoir. Mon rôle au niveau du Codir, c'est d'être un tech et d'être rationnel. C'est souvent le rôle des CTO dans les boîtes tech et dans les boîtes au global. Donc, c'est apprécié en fait. Mon introversion et ma sérénité, elle est appréciée au sein des membres du Codir. Et dans toutes les équipes, si tu as 2 personnes qui s'engueulent dans l'équipe et que tu es la personne posée, ils vont valoriser ça aussi. Dire, attends, de toute façon, on va lui parler à lui, on va faire l'intermédiaire et puis ça va se calmer un peu. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le rôle du CTO dans une boîte, c'est d'être rationnel, de venir avec, comme disait Julien tout à l'heure, avec le projet, le truc carré, le plan d'action et proposer quelque chose et gérer après cette synergie avec le Codir. Mais le Codir est une équipe, donc ça dépend des équipes. Voilà, ça dépend de ton rôle. Mais chacun son rôle dans le Codir. Il faut que ce soit clair, comme dans toutes les équipes. Et après, le CTO, il a le rôle qu'on lui donne, quoi. C'est un rôle un peu différent dans le Codir, parce que c'est nos collègues, donc on n'a pas de rapport hiérarchique, pas forcément. Ouais. Et encore, les rapports hiérarchiques dans un même Codir, il est un petit peu différent. Donc effectivement, c'est un endroit où on développe d'autres choses et où on peut parler, on va dire, d'égal à égal. Ce qui n'est pas le cas dans le côté tech leader avec des équipes soit en descendant, soit avec son manager. Là où moi, Florence, j'ai une difficulté, c'est tu en parlais sur le plus ou moins de politique. Moi, j'ai fait des boîtes où il y avait plus ou moins de politique. Et quand je dis de la politique, c'est des gens qui vont gérer leur carrière et que l'intérêt de leur carrière vont passer devant l'intérêt de la société. Et ça, moi, j'ai mis du temps avant de le détecter. Parce que je me dis, mais attends, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on veut réaliser. Je ne comprenais pas le défilé qui est dire en quoi ça va servir la réussite. Mais en fait, chacun va apporter ce qu'il peut avec les moteurs qu'il a. Et donc, ça m'a créé de l'incompréhension, de bien identifier, OK, là, il le fait parce que ce qu'il est en train de jouer, c'est, en fait, il veut rayonner sur la boîte plutôt que de faire rayonner la boîte pour lui en tirer les conséquences. C'est un positionnement qui, pour moi, est moins évident. Tu vois, je suis très, OK, on veut vendre tant, on veut sortir tel produit, c'est très clair, on est dans l'organisation des boîtes et pas dans l'organisation de chacun des individus. Ça, dans le Codir, je trouve que c'est assez. C'est un peu Mélanie a monté ça aussi dans nos échanges. C'est des gens qui ont fait des carrières, c'est des gens qui ont su se hisser, et nous aussi, manifestement. Donc, on fait partie aussi de ces gens-là. Et ça, c'est le petit critère sur lequel moi, j'ai plus de mal, parce qu'en fait, ça ne matche pas avec ma vision de l'entreprise, qui est sa réussite. C'est un meet-up à faire préparer sur comment arriver à animer un Codir, un Codir qui fonctionne, quoi. Parce qu'il y a un sujet d'équipe pour moi aussi là-dedans. Du coup, je vous propose qu'on arrête là, puisque on nous le demande dans le chat. On a tenu un peu plus longtemps que prévu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y en a pas eu depuis Florence, en tout cas. Mais... Si pas de questions, pas de questions. Hein. On va pouvoir clôturer. Nous aussi, on va pouvoir aller déjeuner. Noémie, je te laisse la main. En espérant que ça vous ait oui. Et puis des feedbacks. Ouais. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. Bon, super. Merci beaucoup. Oui, plus de questions. Donc, mais voilà, il y en a qui ont été posées au fil de l'eau, donc c'était top. Déjà, merci beaucoup à tous les trois. D'avoir évoqué ce sujet d'introverti, d'avoir osé aussi en parler et voilà, faire ce retour, c'est très chouette. Et en effet, je partage le retour de Florence. Très cool d'entendre vos retours d'expérience. C'était important. On prend note sur le prochain meet-up. On a déjà notre thème de prochain meet-up. Moi, je refais un petit push. Juste, on a un prochain meet-up justement plutôt sous format Ask Ministry qui arrivera mardi prochain. Voilà, on ne s'arrête plus. Sur la partie vraiment méthodologie shape-up. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis non, on est ravis de vous retrouver. On espère que vous passez tous une bonne rentrée, toutes et tous. Et on se retrouve mardi avec grand plaisir.
Et on vous souhaite un bon appétit, un bel appétit. Je pense qu'il va être clair. Voilà, merci encore à toi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.